Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez incarné un roi soleil, mais aussi des personnages beaucoup plus sombres, mais toujours avec éclat. Entre la chanson, le spectacle et la comédie, il est évident que demain et même après-demain vous appartiennent. Bonjour Emmanuel Moir. Bonjour Jacques. Le retour avec une chanson qu'on va évoquer tout à l'heure, avant je pense un nouvel album, mais aussi un parcours avec plein de succès, plein de choses différentes. Le principe des clés d'une vie, c'est de les évoquer à travers des dates clés. Donc on va le faire aujourd'hui. Ah ben je suis. Alors, première date, 2 novembre 2000. Votre première télé, c'est un reportage sur TV Men où on vous voit dans un stage de musique vocale au Conservatoire du Mans. Vous en souvenez, vous faites vos gammes. Ouais, je m'en souviens en fait. Je fais mes gammes. Oui, avec Sarah Sanders qui vous donne des cours. C'était pas au Conservatoire du Mans. C'était un stage. Oui, un stage. Organisé par la ville du Mans lors d'un concours de chant et on a eu la chance d'avoir effectivement une sorte de masterclass avec Sarah Sanders. Ça, c'est très important pour moi comme moment quand même. Parce que c'est là où j'ai rencontré du coup celle qui est devenue ma coach vocale, enfin ma prof de chant qui m'a vraiment tout enseigné. La technique et surtout quelle voix j'avais, que j'ignorais en fait. Oui, vous êtes tout timide devant elle. Oh oui, je confirme. Et vous faites vos gammes devant aussi Jean-Claude Meurice, qui est un auteur-compositeur qui estime que vous avez un grand talent. Oui, alors je savais pas forcément à l'époque, et c'est hyper prétentieux de dire si j'ai un grand talent ou pas, mais en tout cas ça a été déclencheur. Moi, au Mans, je travaillais avec la ville du Mans, avec différentes associations, mais je ne connaissais rien du tout de ce métier. J'avais que des rêves, que de l'espoir en fait. Et puis le Conservatoire du Mans, bon, il forme souvent des amateurs, mais dans 31 disciplines, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et surtout, en fait, je sais pas quel âge j'avais. Une vingtaine. Une vingtaine, oui. En fait, je savais pas précisément ce que je voulais faire. Je pense que j'aimais l'art, j'aimais la scène, j'aimais la chanson, j'aimais la musique, j'aimais raconter des histoires, mais j'étais pas du tout préparé à tout ce que j'ai vécu après, quoi. Alors, Le Mans, bien sûr, c'est célèbre pour les 24 heures, mais on l'appelle aussi, je ne sais pas si vous le savez, Emmanuel Moir, la ville lumière, parce qu'elle était une des premières à recevoir l'électricité. Ah bon? Ouais. Ouais, je savais pas. Moi, ça lui va bien. Et c'est vrai que Le Mans, ce sont toutes vos jeunes années. C'est là où j'ai grandi, c'est là où il y a toute ma famille, c'est là où j'ai commencé aussi à travailler. C'est vrai que j'ai toujours un attachement, déjà parce que c'est là d'où je viens. Et puis c'est là où j'ai commencé vraiment à faire mes premières armes sur scène. C'est là où on m'a aussi enseigné le fait d'être sur scène, le fait de gérer une 50aine de spectacles, le rapport avec le public, le rapport en troupe. J'ai énormément travaillé avec notamment une association qui s'appelle La Flambée de l'Épau, où j'ai commencé à vraiment la scène avec eux. Et ça, non, je l'oublie pas, non. Et puis je crois que vos débuts, c'est à la maison où enfant vous faites des spectacles déjà, Emmanuel Moir. Ouais. Mais c'est encore plus choupinou que ça. C'est en fait, le week-end, c'était ma grand-mère qui nous gardait le samedi quand mes parents travaillaient. Et en fait, avec ma grand-mère et les copains de mon quartier, on lui faisait des spectacles le samedi pendant qu'elle nous gardait. Donc ouais, comme quoi j'avais déjà tout petit l'envie de me mettre en scène et de raconter des histoires. C'est assez chouette. C'était quoi comme spectacle? Des chansons? Alors là, je m'en rappelle. Oui, c'était des chansons. Il y avait sûrement un peu de danse, que j'embêtais même mon frère pour apprendre des chorés et se mettre des déguisements. Mais des déguisements, c'était des affaires de mes parents. Enfin voilà, c'était ce genre de choses-là. Ouais. Et je crois que vos parents, Claudine et Denis, ne s'opposaient pas du tout à ce que vous fassiez ce métier-là. Ils se sont jamais opposés, ça c'est sûr. Alors ils m'ont pas non plus poussé. Quand j'étais plus petit, ils avaient de la réticence en tant que parent. C'est quand même un milieu et un métier qui est quand même très très loin qui était très très loin de leur quotidien, et je pense que ça fait toujours un peu peur. Mais c'est sûr qu'ils m'ont jamais empêché, ça c'est sûr. Et puis au départ, vous auriez pu avoir un autre métier puisque vous obtenez un baccalauréat économique et social avec la mention bien. Ouais, mais en fait, j'adorais apprendre. Faut être honnête, j'étais un élève assez studieux et j'étais un peu le premier de la classe, quoi. J'avais un peu ce look-là d'ailleurs. Mais ouais, j'aimais apprendre, et puis j'avais des envies quand j'étais plus jeune de devenir prof, par exemple. C'est tout bête, mais j'aimais la transmission. J'aimais en fait acquérir un savoir et le transmettre en essayant d'être le plus pédagogique et empathique. D'ailleurs, vous avez obtenu un diplôme qui n'existe plus, le DUG, en matière de géographie, je crois. Ouais, DUG de géographie, ça n'existe plus. Ça n'existe plus maintenant, c'est remplacé. C'est un diplôme Bac+2 qui remplace le DUG. Ah d'accord. Bah oui, j'ai eu un DUG de géo, histoire géo. Et alors ensuite, normalement, c'est l'enseignement. Bah ouais, mais du coup, c'est pas du tout la voie que j'ai choisie. Je suis parti ailleurs. En fait,
là, c'était mes années fac. Et pendant mes années fac, j'ai intégré le chœur de l'université du Maine. Oui. Et là, j'ai commencé à faire de la musique dans le pupitre ténor, et puis de commencer à faire des chansons peuro, les accompagner au piano. Enfin, ça a été en fait une espèce de début de me focaliser sur la musique, quoi. Et vous avez appris le chant classique. Exactement. Je suis même rentré au conservatoire. Exact. Et alors? Bah, et alors, comment dire, je suis resté 6 mois. En fait, j'adorais l'enseignement, mais je me sentais un peu trop étriqué dans un carcan, dans un cadre qui ne m'allait pas. Et j'ai adoré ce que j'ai appris en tant que technique vocale, mais je sentais que mon avenir allait se dessiner un peu ailleurs. Oui, Ouais. et vous parliez de la flambée de l'EPO tout à l'heure, mais il y a aussi la Cité Chanson, le cabaret Le Paty. Vous faisiez plusieurs cabarets au Mans. En fait, ouais, j'ai fait plein de choses là, mais vraiment, j'ai fait plein de choses. Bon, c'est là où j'ai fait mes premières armes. Le Mans Cité Chanson, c'était un concours de chant, au concours d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Le Paty, c'était lié à la flambée de l'EPO. C'est un lieu qui existe toujours d'ailleurs, où ils font effectivement du spectacle cabaret. Et j'ai fait énormément de choses avec la flambée de l'EPO et le Paty, ouais. Et là, c'est une façon d'apprendre son métier devant un public qui ne Clairement. vous écoute pas toujours. Clairement. Et puis surtout que je pense que j'avais pas les outils, j'avais pas tout pour effectivement capter l'auditoire, mais c'est là où j'ai appris à faire tout ça. Et ça, c'est super, du coup, quand il y a des gens qui aussi croient en toi et en ton travail et te donnent la possibilité de le faire. Parce que rêver dans sa chambre d'être artiste, c'est super, mais là, d'un coup, quand tu te retrouves sur scène devant des gens, c'est autre chose. Faut gérer le stress, le trac. Puis moi, j'avais ma sensibilité à l'époque, que je n'arrivais pas à mettre le nom dessus, c'était très complexe à gérer, j'avoue. En fait, j'étais trop timide pour faire ce travail. Oui, mais ça passe d'autant plus que ces musicals, on ne le sait pas assez. On pense qu'il n'y a que des musicals à Paris, alors qu'il y a des musicals, prenez Kervillers, où il y a un musical qui remplit toute l'année. Il y a des tas de lieux où on peut apprendre son métier dans la France profonde. Ah, exactement. Moi, franchement, je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai appris avec la flambée de l'EPO et avec toute cette discipline du cabaret qui m'a vraiment, qui m'a appris à faire ce travail. Ouais. Et puis, il y a un spectacle auquel vous avez participé. On n'oublie rien, de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien. Jacques Brel, on n'oublie rien. Bah, en fait, déjà, le répertoire de Jacques Brel, il est incroyable. Moi, j'ai grandi vraiment avec ces artistes interprètes qui, pour moi, sont à la limite entre un acteur et un chanteur. Et ça, j'adore ça, en fait. Et on n'oublie rien, une particularité, c'est d'un magazine au Japon qu'il a publié, et c'est la première chanson publiée de Jacques Brel pour apprendre le français au Japon. Ah, c'est fou. Alors comment c'est né ce spectacle? Bah, en fait, c'était à l'époque, sur Le Mans, je travaillais beaucoup avec 2 autres amis, Karim Emriba et Nathalie Réau, qui étaient vraiment des amis proches. On s'est rencontrés sur justement un casting pour, je sais plus ce que c'était concrètement. Et Karim était aussi très avec le travail de Jacques Brel, il avait envie de monter un spectacle dessus, et du coup on a fait ce spectacle ensemble. Moi j'étais pianiste dans le spectacle, donc je chantais pas du tout, à part peut-être 1 ou 2 interventions, mais c'était Karim qui interprétait les chansons, et moi je me suis occupé de faire tout l'arrangement et tout le travail en tant que pianiste pour accompagner Karim. Et vous avez fait aussi les arrangements d'un autre spectacle qui est un trio, les Chattes Brûlantes. Les Chattes Hurlantes. Oui. Oui, ça c'était une compagnie Utopium Théâtre qui en fait faisait du spectacle de rue, et avec les 3 filles de cette compagnie-là, on a monté ce spectacle où pareil, j'ai fait les chansons et j'étais au piano et je jouais un petit peu la comédie avec elles. Mais ça c'était une super expérience aussi. D'autant plus que c'était un spectacle novateur, ça n'existait pas à l'époque. Je sais pas si ça... En fait, c'est vrai, le spectacle de rue, en tout cas, ne proposait pas forcément... c'était un peu comme... En fait, il y avait des scénettes et des chansons, donc c'est un peu comme un spectacle musical, en Exactement. fait, au fond. Mais humoristique, c'était vraiment une grosse comédie. Hein. Et en plus, j'ai vraiment, du coup, appris le spectacle de rue avec elle. On a été le faire à Avignon, et tout ça, c'était des premières expériences improbables pour moi. Et puis une autre expérience importante, Emmanuel Moir, c'est à Stafford. Ah bah ça fort. En fait, c'est marrant de retracer tout ça. J'ai l'impression d'avoir eu 1001 vies, quoi. À Stafford, alors là, à Stafford concrètement, c'est un stage d'auteur-compositeur-interprète présidé par l'association Voix du Sud, présidé par Francis Cabrel. Bien sûr. Et là, pour moi, ça a été un peu une petite révolution, c'est-à-dire que j'ai été pris au 16e, je crois, un truc Au comme ça. 16e, oui, c'est ça. Hein. On est sélectionné à chaque fois. Exactement. En fait, faut envoyer un dossier. Oui. T'es pris soit en tant qu'auteur, soit en tant que compositeur, soit en tant qu'interprète. Et moi, j'étais pris au 16e en tant qu'interprète. Et là, pour moi, déjà, on passe une semaine, en fait, à faire des chansons, dans le but de les présenter au spectacle de fin de stage, avec, en première partie, du coup, d'un artiste invité.
Et donc toute la semaine on fait des chansons et je trouve ça improbable de me dire putain je passe une semaine à faire des chansons et c'est ok pour tout le monde. Tu vois, c'est quelque chose qui valide en fait ce que tu fais. En plus, on a des sortes d'une formation sur comment écrire un texte, sur la compo et tout ça, et on rencontre plein d'artistes, dont Francis Cabrel qui passe la semaine avec nous. Donc déjà, faut être honnête, moi à 20 ans, passer ma semaine avec Francis Cabrel et qu'on parle comme ça dans cette cour d'école d'Astafor, c'était incroyable. Et l'artiste invité, c'était Goldman et Michael Jones. Donc ça a été pour moi, je sais pas, je l'ai pris comme un signe, quoi. Je suis rentré de ce stage. Je me suis dit que c'était un vrai métier ce que je faisais, vraiment, et je me suis dit que ce serait le mien. Et en plus, j'ai eu la chance pendant ce stage-là, voilà, d'avoir sûrement fait un travail qui a résonné auprès de l'association. Et j'ai été invité quelques années après pour une session un peu best-of. Oui. Et là, j'ai rencontré Yann Guillon, qui, bon, peut-être que je vais trop loin dans ce qu'on raconte, mais j'ai rencontré Yann Guillon, qui du coup est devenu le parolier avec qui je travaille depuis le début. Voilà. Donc c'est assez fou, les rencontres, ça s'appelle les rencontres d'Astafor. Voilà, ça prend vraiment tout son sens, quoi. Voilà. Et ça a été le point de départ, effectivement, d'autres choses. Et il y a une date très importante dans votre parcours, c'est le 22 septembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Emmanuel Moir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Emmanuel Moir. Tout à l'heure, nous parlerons de ce retour à la chanson. On a évoqué vos débuts au Mans, à Astafor. Et puis, il y a une date importante, le 22 septembre 2005. Écoutez. Être à la hauteur, sans jamais en descendre, et ne pas se défendre. Vous êtes vraiment à la hauteur avec ce Roi Soleil qui a été vraiment le point de départ de votre carrière. En tout cas, médiatiquement, ouais. Oui. C'est là où ça a effectivement explosé, hein, pour me concernant. C'est fou parce que quand on écoute ce titre, être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent et surmonter sa peur d'être à la hauteur, c'est, pour moi, ce texte, au-delà de l'histoire que je racontais dans le spectacle, c'était aussi quelque chose, un rendez-vous avec moi et je sais pas, j'ai l'impression que j'avais un rendez-vous, quoi. Quand j'ai reçu ce titre au casting, je me suis dit, mais en fait, ça parle de moi, en fait. Enfin, je me suis senti tellement, ça a résonné tellement fort en moi que je pense que c'est peut-être qui a fait la différence dans le casting, c'est qu'en fait, au-delà de chanter l'histoire de ce roi qui est quand même, faut se projeter, quoi, oui, pour imaginer. Moi, en fait, j'ai raconté un truc qui me parlait tellement que j'y ai mis mes tripes même dès le casting, je pense, en fait. D'autant plus que c'était pas votre premier casting, vous aviez été refusé sur Autant n'emporte le vent, Les Mille et une nuits et Belle Belle Belle, je crois. Oui, et puis j'avais été même sur le Graal, un spectacle de Catherine Lara juste avant. Oui. C'était une année avant le Roi Soleil. Oui. J'avais pas été pris. D'ailleurs, je crois que le spectacle ne s'est pas monté. Il y a eu juste le disque qui est sorti. Oui, juste je crois. Le disque, oui. Mais effectivement, oui, j'ai été refusé, mais enfin pas pris. Enfin bon, c'est un peu le lot du casting. C'est soit tu corresponds au personnage, soit tu corresponds pas. Bon, je dis ça aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas ce recul, donc bon, je le vivais pas très très bien. Mais en même temps, si on regarde après en arrière et on fait un bilan, c'est plutôt chouette. Oui, mais la course au casting, c'est pas simple quand on débute. Ah non, c'est pas simple, surtout que je travaillais au Mans et je travaillais vraiment beaucoup et j'étais content de toutes ces expériences qu'on a citées avant, mais j'avais très envie d'aller me confronter à ce milieu pour savoir ce que je vaux, en fait, ce que je valais. Est-ce que j'avais du talent? Est-ce que je pouvais me démarquer? Donc effectivement, mon but c'était, moi j'adorais la discipline du spectacle musical parce que tu chantes, tu danses, tu joues, tu racontes des histoires, t'es au service d'un personnage, d'une dramaturgie, ça me plaît. Mais voilà, je faisais des castings et ça fonctionnait pas. Oui, il y en a eu, là on en a cité 3-4, mais je pense qu'il y en a eu une bonne dizaine, faut être honnête. Mais on n'est pas découragé à certains moments? Bah si, sûrement, j'ai dû l'être, mais moi j'ai un rapport avec ça particulier. En fait, je pense être courageux et tenace. C'est-à-dire que même si pour l'instant ça se passe pas du tout comme je veux, je sais pas, il y a un truc en moi qui me pousse toujours à continuer. Je dis pas que je doute pas qu'à un moment je suis à deux doigts d'arrêter, ça m'arrive plein de fois. Et le même encore aujourd'hui. Oui, mais ça a beaucoup changé. Mais le casting, je crois, du Roi Soleil, vous l'avez passé avec l'hymne à l'amour d'Édith Piaf et Marguerita de Richard Cossian. Marguerite, ouais. Alors ça c'est, ouais. En fait j'ai fait ce qui pour moi me ressemblait, c'est-à-dire des chansons à texte, des chansons pour défendre un propos avant de chanter quelque chose. Moi, j'aime les mots, quoi. J'aime les émotions. J'aime
j'aime être impactant même si tu le fais en chantant et donc j'ai fait surtout Marguerite. Je crois que Marguerite ça m'a bien aidé sur ce casting. Ouais. Et cette chanson d'ailleurs, personne n'en voulait en France et c'est Claudia Cardinal qui l'a imposée dans un numéro 1 en faisant venir Richard Cossiante et ça a marché, c'était le début de la carrière de Cossiante. Ah, c'est une fabuleuse chanson. Hein. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle était connue dans le monde entier à l'époque sauf en France. Ah, c'est fou. Hein. Alors le casting s'est passé et il y a eu différentes étapes avant d'arriver à jouer le Roi Soleil. Trop d'étapes. C'est un casting qui a duré très longtemps avec, je crois que 5-6 étapes. Il y a eu effectivement d'abord ce casting où je suis venu, c'était au Sentier des Halles, à cette petite salle dans une espèce de sous-sol là, où d'un coup j'ai chanté Marguerite et là il y avait tout le monde, hein, Dove, Albert, Kamel, Pierre Jaconelli, enfin tous les gens qui ont travaillé sur le spectacle après. Et là c'était juste chant et après il y a eu une phase où en studio pour chanter les titres du Roi Soleil. Donc je me souviens d'une séance studio où j'ai posé ma voix sur Être à la hauteur. Après il y avait une étape de danse avec Kamel et de théâtre aussi sur certaines scènes du spectacle. Ouais, c'était stressant, quoi, parce que en fait, au-delà de devoir faire un casting, c'est d'un coup tu fais un casting devant moi des gens où j'ai vu leur spectacle avant, j'ai vu les DICOM, j'étais au Palais des Sports en tant que spectateur et d'un coup je me retrouve face à tous ces gens qui m'ont fait rêver dans leur spectacle et une envie de le faire. Donc en fait, il y a du stress du casting parce que j'étais vraiment pas à l'aise du tout dans le genre d'exercice et je le suis pas non plus encore, je pense aujourd'hui. Et en même temps, avec cette envie de décrocher un rôle, quoi. Parce que avec ces gens-là, je me dis, ce serait tellement super de me retrouver dans un de ces spectacles-là. Voilà. Et on a oublié aujourd'hui, mais Louis XIV aimait la musique, il jouait de la guitare, et il considérait que le chant était une priorité de la culture à son époque. Il avait bien raison. Alors, le succès arrive, la chanson sort avant le spectacle, et vous êtes pris dans un tourbillon, évidemment. Alors là, après c'est le début, mais là je savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangé, mais ça a été, en fait, il y a autant de bons que de mauvais pour moi. Alors là, c'est vraiment intime, hein, ce que je dis. Je parle pas du tout de l'abattage médiatique et de la qualité du spectacle. On a fait tout. Je pense pendant 3 ans, on nous a vus partout sur scène et sur toutes les plateaux télé, les plateaux radio. Moi, quand je dis mauvais, c'est que ça n'a pas été si simple pour moi à gérer tout ça. Cette notoriété soudaine, cette fulgurance de devoir parler de soi. Enfin, j'avais une timidité, moi, que je traînais et qui d'un coup, je devais parler de moi, de mon travail, alors je débutais. Ouais, ça a été compliqué pour moi d'intégrer tout ça, d'apprivoiser tout ça et de rester soi, quoi. Je pense que j'ai réussi, mais c'était pas que ça s'est fait un peu avec de la douleur, quand même. Et je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que ça s'est terminé à Bercy, le Roi Soleil. Ouais. Et que Bercy, on le doit à Louis XIV, car Louis XIV, un jour, vient donner une messe à Bercy, et il y a un vigneron qui ne s'agenouille pas, soi-disant, alors qu'il était trop grand. Et il explique qu'on voudrait vendre notre vin à Bercy, on ne peut pas, et c'est comme ça que les vignerons à Bercy sont nés. Ah, c'est fou. C'est fou, hein? C'est chouette, du coup, d'avoir terminé à Bercy, le Roi Soleil. Alors, il se trouve que ça a été le point de départ de votre carrière, et qu'ensuite, il y a eu un premier disque, et là aussi, ça a été un succès. Ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que le succès vous fait du bien, et cette chanson, c'était pas évident de rebondir après le Roi Soleil pour un album. Non, c'était un exercice particulier. Après, c'est vrai que ça m'a permis de faire aussi ce que j'aimais faire, c'est-à-dire faire des chansons, écrire des chansons, et sur ce disque, je l'ai pas fait totalement. C'est-à-dire que je l'ai pas décidé entièrement. C'est pas un regret, hein, c'est un constat. Hein. C'est parce que du coup, je pense que j'avais pas ni les épaules pour le faire, et ni sûrement la force de caractère pour imposer quelque chose. Et puis il fallait être malin, et évidemment, je pense qu'en sortant du Roi Soleil, qui a été explosif, c'est compliqué, je trouve, après de proposer qui tu es et de se démarquer de ce qu'on a projeté aussi sur toi pendant le Roi Soleil. C'est-à-dire que les gens ont aimé le Roi Soleil, mais ils ont aimé le personnage. Ils savent pas forcément qui tu es. Ils savent pas forcément ce que tu as envie de partager. Donc il y a cette question de est-ce que ça va leur plaire ou pas. C'était un moment particulier, je trouve, entre le Roi Soleil et le premier album pour moi. Oui, et c'est là où vos copains d'Astafort et du Mans ont été utiles pour travailler avec vous. Complètement, parce que c'est là où j'ai commencé à travailler vraiment avec Yann sur la moitié des chansons. Il y a notamment un duo avec Claire Joseph aussi, qui était aussi à Astafort. Donc oui, en fait, mine de rien, j'ai quand même réussi à imposer une partie de moi. Pas entièrement, mais une partie. Et résultat, un disque de platine quand même. Bah, c'est bien, oui. J'avoue. Vous aviez peur quand même que ça ne marche pas? Je sais pas si je me suis posé ces questions-là à l'époque.
Et d'ailleurs, je me demande si à chaque fois je me pose ces questions-là. Évidemment que je souhaite que mon travail résonne dans le cœur des gens. Mais je suis plus focalisé sur est-ce que ça me plaît ce que je fais ? Est-ce que j'ai mis de ce que j'étais à l'époque ? Je considère que chaque disque, c'est la même chose pour les autres. Pour moi, c'est une photo, c'est l'empreinte de l'homme et de l'artiste que je suis au moment où je le fais. Donc il y a forcément du bon et du mauvais, il y a des points positifs et négatifs, mais ça vaut au moins le fait que c'est en adéquation avec l'époque où je l'ai sorti. Oui, et il y a eu aussi un moment très très fort, je crois, c'est le festival de Sopot en Pologne. Ça, je sais plus si je l'ai gagné ou pas. Non, c'était pas. Non, vous avez remporté le prix dans la catégorie interprète international. Ah, c'est ça. Ouais. Bah en fait là j'allais présenter, c'était avec Ça me fait du bien je crois, Oui. mes chansons à un public qui connaît pas vraiment le français quoi du coup. Ça c'était assez fort, je me souviens de la scène qui était immense, ça avait une ouverture immense. Ouais c'est chouette ce genre de rendez-vous. Hein. Oui. Et vous étiez le deuxième Français à remporter la victoire. La première c'était Simone Langlois qui avait été la première interprète de Jacques Brel sur la place son premier 45 tours. Ah je savais pas ça. C'est fou hein. Et ça se passait sur un lieu qui avait changé. Au départ ce festival se passait dans les chantiers internationaux de Gangs où Lech Walesa a créé son parti, Solidarnosc. Et les Polonais adorent la chanson française. Ouais, je crois, ouais. Alors, ce tourbillon, faut quand même l'assumer. À quel niveau ? Dans la vie de ces. Ouais. Bon, moi, de toute façon, j'ai eu un rapport à la notoriété qui a pas été très chouette dès le départ. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de bienveillance et surtout que j'ai apprivoisé ça. C'est-à-dire que j'ai appris. Comment dire, à être moi, à rester aligné et gérer tous ces trucs qui parfois me paraissent complètement désorientés, quoi. Je m'en suis bien sorti, je trouve en fait. Non mais c'est vrai. Je confirme. Ouais, en fait, ma ligne toujours directrice c'était de rester fidèle, quoi, de rester authentique, de rester sincère. Même si je chantais bien qu'au niveau de ma personnalité, parfois j'avais pas les codes de ce métier, j'avais pas les codes de quelqu'un de connu. Et j'essaye aujourd'hui de toujours d'être, c'est en mouvement tout ça, mais de jouer le jeu. Mais surtout en restant à ma place, quoi. Ouais. À propos de mouvement, il y a une autre date importante dans votre vie, le 6 octobre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Emmanuel Moir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie avec Emmanuel Moir, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure de ce retour à la chanson. On a évoqué Le Roi Soleil, vos débuts. Et puis il y a un autre moment clé dans votre vie, le 6 octobre 2012. Danse avec les stars. Oh mon Dieu, mais ça c'est pareil, c'est fou parce que à la base c'est une émission télé, hein. Oui. Mais moi je l'ai pas vécu comme tel. C'est-à-dire je l'ai vécu comme un projet artistique, comme un spectacle en fait. Parce que j'ai appris énormément de choses, parce qu'il y avait du challenge, parce qu'on a raconté des histoires. J'ai eu la chance d'être avec Fauve et elle, au-delà de l'aspect technique et tout ce qu'elle devait m'enseigner en tant que danse de salon, c'était aussi qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce que tu mets de toi. Et elle m'a tellement bien accompagné, c'est-à-dire qu'elle m'a, je pense, peut-être pas volontairement, mais guidé vers la meilleure façon de faire l'émission, c'est-à-dire de se livrer au fond. Et c'est vrai que Fauve Auto, c'est le personnage clé de l'émission. Je sais pas si vous le savez, mais elle se prénomme Fauve parce que son père et sa mère étaient fascinés par une série, L'amour en héritage, à la télé, dont l'héroïne se prénommait Fauve. Ah non, je savais pas ça. Ah, mais j'en apprends encore sur elle. Pourtant, j'en sais beaucoup, mais. Alors, ouais, en tout cas, elle est incroyable, cette artiste, vraiment. Alors, d'autant plus qu'on vous a proposé la saison 2 et vous êtes arrivé en saison 3, Emmanuel Moir. En fait, c'est vrai que je sais plus comment ça s'est passé, mais la production de l'émission m'avait contacté l'année d'avant et j'avais décliné parce que j'étais sur le casting de Cabaret et que je crois que j'avais très envie de faire cette pièce. Et j'ai bien fait, mais du coup je l'ai fait après. En fait, c'était une question d'ordre, c'est-à-dire que j'aurais fait l'émission avant Cabaret, je sais pas si j'aurais vécu la même émission. Mais là, je sortais de Cabaret, donc c'est ce musical de Broadway. On va en parler. Je te devance, pardon. Et donc ouais, j'ai fait l'émission en sortant de cette année de Cabaret. Et l'émission, c'est difficile de résumer pour moi l'émission, parce que j'y ai lâché énormément de choses, avec des moments clés comme le Prime ou le Personal Story où je danse sur la chanson Sois tranquille, qui est pour moi un cadeau, hein. C'est-à-dire que Sois tranquille, tout va bien. Sois tranquille. C'était un Prime Personal Story où on devait danser sur un événement marquant de notre vie.
Alors moi, c'est pas un événement marquant, c'est un événement bouleversant. Et la prod me propose de danser sur mon titre, ce qui s'est jamais fait dans l'émission. Aucun chanteur, artiste n'a dansé sur sa chanson. Je trouvais ça déjà très, très gentil de leur part. Et je vais essayer d'en parler sans... À chaque fois, je suis ému par ce moment, ouais. Parce que même quand je le vois à la télé, c'est incroyable quand même ce qui s'est passé. C'est que c'est un cadeau, c'est-à-dire que l'émission me demande de danser avec Fauve. On a fait quelque chose d'élégant et en même temps, j'ai lâché quelque chose. Et je l'ai fait devant des millions de téléspectateurs. Et ce titre qui était inconnu est devenu d'un coup un titre que les gens se sont arrachés et qu'on me demande autant que des autres titres qui sont plus connus et qui étaient des singles. Et au-delà de ça, c'est que moi, je sais pas, je l'ai pris comme un cadeau de la vie, comme si je sais pas, comme un soutien, comme du courage. J'ai reçu plein de choses. Ça restera un moment le plus émouvant de ma vie en télé, quoi. D'autant plus émouvant que vous évoquiez la disparition de votre frère jumeau à travers une chanson, et ça a été, je crois, le drame de votre vie, et ce qui est logique et normal. Bah oui, c'est le drame de ma vie, parce que même si aujourd'hui j'ai appris à vivre avec, parce que je suis quelqu'un qui a travaillé sur soi, parce que j'essaye d'être, je fais preuve de résilience quand je fais ça. Mais c'était mon jumeau, donc c'était une partie de moi, c'était ma moitié, c'est-à-dire que moi je suis venu au monde. Dans le ventre de ma mère, j'étais contre quelqu'un. Donc ça, je peux jamais... Ça a même drivé ma vie. C'est-à-dire que je pense que je passe mon temps à fusionner avec quelqu'un en permanence, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans mes amitiés. C'est fou, hein, mais la disparition de mon frère m'a fait prendre conscience de ma gémellité, alors qu'avant, je n'avais pas conscience, parce que pour moi, c'était normal. C'était normal de vivre comme ça. Et à partir du moment où on me l'a retiré, ouais, ça a été un choc. Donc, voilà, j'ai fait ce qui était bon pour moi de faire pour continuer à vivre sans, même s'il est toujours là. Bon. Et toutes celles et ceux qui m'ont parlé de Danse avec les stars m'ont dit que c'était une épreuve physique épouvantable. Du lundi au samedi, on travaillait. Je n'ai fait que ça pendant 3 mois. Je sais pas comment font les gens qui font l'émission et qui font autre chose à côté. Bon, moi, je me suis investi, j'étais au taquet sur cette émission, mais j'y ai tout laissé, quoi. Mon corps, ma tête, mes émotions, mon cœur. Ouais, j'étais rincé en sortant de l'émission. Physiquement, j'ai été dans un état de fatigue. Mais ça valait le coup, quoi. Mais c'est vrai que c'est très physique. C'est très physique parce qu'on passe notre temps à... Puis moi, j'étais stressé, quoi. Je voulais faire les choses bien. C'est quand même improbable. On apprend une danse, on va dire, entre guillemets, par semaine. Donc, en 5 jours. Et le samedi qui suit, on doit la faire en direct devant des gens. Enfin, c'est quand même hyper stressant de faire quelque chose qui n'est pas ta discipline. Et après l'émission, il y a eu un clip qui a été réalisé avec Fauve sur cette chanson. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs. Beau malheur, c'est vrai que ça aussi, le clip est étonnant. Bah, il y a tout qui est étonnant dans son titre. Ce titre existait bien avant l'émission. C'est vraiment, on parlait de résilience tout à l'heure, c'est vraiment pour moi un titre qui me caractérise vraiment. Au-delà des événements qu'on vit dans la vie, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait après. Qu'est-ce qu'on décide surtout. Et c'est vrai que après tout ce qui s'était passé, c'était vraiment en sortant de Danse avec les stars, tout ce qui s'était passé pendant l'émission, j'avais envie de continuer ça. En fait, j'ai une question en moi, des fois j'ai du mal de me séparer des choses, et c'est vrai que l'émission j'avais envie de continuer, quoi. Et le fait de faire le clip avec Fauve, et c'était chorégraphié par Pietra. Donc il y avait tout. En fait, c'était une espèce de remerciement aussi par rapport à ce que je venais de vivre. Et c'était aussi à propos par rapport au titre. Ouais. Alors, retour sur le passé, vous l'avez évoqué, il y a eu cette comédie musicale. C'est une autre aventure, là. C'est Cabaret. Qui est un musical reconnu à New York et partout, à Londres aussi. Et c'est vrai que c'était particulier parce que Stage avait envie de reformer, de refaire ce spectacle qui avait déjà été joué au Folies Bergère, je crois. Oui, absolument. Et garder le cast initial, sauf le MC. MC, c'est le maître de cérémonie. Exactement. Je jouais un maître de cérémonie du Kit Kat Club dans les années 20, pendant la montée du nazisme. Et en fait, c'est un personnage particulier parce que il est pas vraiment en relation avec ses partenaires sur scène, les autres rôles. Il est plutôt il dénonce ce qui est en train de se passer pendant ces années-là, et il fait le lien avec le public. Donc il est parfois dans le Kit Kat Club et parfois il est en dehors. C'est quelqu'un vraiment qui contrôle les choses et qui montre les choses. Et c'est un rôle vraiment fort. Moi, ça a été un gros travail pour jouer ce rôle.
Et ça a aussi mis en lumière la partie de l'acteur que j'ignorais chez moi. Et c'est à partir de ce spectacle-là que je me suis dit, j'ai des choses à faire aussi en tant qu'acteur, sans forcément la musique. C'est vrai qu'en plus, c'est une nouvelle mise en scène de Sam Mendes, qui a mis ensuite en scène deux James Bond au cinéma. Et c'est vrai que ce personnage est mythique. Et le Kit Kat Club a été tellement célèbre que c'est devenu, dans les années 90, une discothèque à Berlin, créée par un producteur de films pornographiques autrichien. Et ça a fait un tabac à Berlin. Ouais, c'était peut-être tout à l'image de ce qu'était le Kit Kat Club à l'époque, en fait. Au Kit Kat Club se passaient des choses aussi pour oublier ce qui était en train de se passer en dehors. Pendant les années 20, et c'est vrai que c'est au-delà du plaisir d'artiste, c'est-à-dire de jouer, de danser, c'est surtout ce dont racontait la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un devoir en tant qu'artiste d'éclairer, d'éveiller, et de se rappeler que l'histoire nous montre qu'il s'est passé ça, et que ça peut encore revenir à nos portes. Et du coup, moi je sentais que j'avais un devoir. Enfin, il y avait autre chose, ça dépassait en fait cet engagement de juste d'artiste, quoi. Et en plus, c'était une comédie musicale à Broadway, inspirée par deux contes. En fait, ce sont deux nouvelles de Christopher Isherwood, qui sont au départ de Cabaret, Sally Bowles et Goodbye to Berlin, en 1939. C'est ça, exactement. Et après, il a fallu faire une comédie musicale, et stage, c'est pas facile, il faut être hyper précis. Dans tout, faut être hyper précis. En plus, franchement, la mise en scène de Sam Mendes était au cordeau, quoi. C'était vraiment tout. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce spectacle, de cette pièce. C'est que d'un coup, tout avait du sens, en fait. Moi, j'aime ces œuvres-là où d'un coup, dans les mots, dans la mise en scène, tout a du sens. Donc, en fait, c'est fort en permanence. Et vous l'avez joué à Marigny, ce qui est pas facile, et en tournée. Exactement. Pourquoi c'est pas facile à Marigny? Parce que Marigny est une salle très difficile pour les comédies musicales. Ah bon? Il y a eu il y a eu un violon sur le toit, plein de comédies musicales. Ah ouais. C'est une des salles, c'est Offenbach qui avait ouvert cette salle quand même, c'est pas n'importe quoi. Ah non, c'est pas, moi j'ai adoré cette salle. Hein. Oui. Ah, moi j'ai trouvé que Marigny, c'était super de jouer ici, quoi. Moi j'ai un super spectacle, enfin j'ai un super souvenir à Marigny. Donc c'est vrai que après la tournée c'était particulier parce que d'un coup on est dans les Zéniths, il fallait recréer cette espèce de cocon qu'il y avait un peu à Marigny qu'on n'avait pas forcément dans les Zéniths. Et puis ensuite il y a eu une autre chanson qui a marqué votre carrière, Emmanuel Moir. Je me fais la promesse, je me fais la promesse de vivre enfin comme mon cœur bat pour un homme, pour un homme. C'est vrai que passer d'un style à un autre, d'une chanson à une autre, d'une comédie musicale à un spectacle, c'est pas évident toujours. Moi ça me plaît cet exercice-là, déjà parce que c'est ce que j'aime, je me force pas à faire ça. Je me force pas à faire un grand écart entre un spectacle musical et une chanson qui parle d'homosexualité par exemple. Pour moi c'est normal, c'est-à-dire que c'est ce que j'aime. J'ai pas envie de me mettre dans des cases et de rester à un endroit parce que d'un coup c'est ce qu'on attend de moi. C'est chouette de donner ce qu'on attend de moi, mais c'est chouette aussi d'y donner plus, de surprendre, et surtout je pense que quand on est authentique et que la démarche elle reste sincère, en fait j'ai l'impression que moi, il n'y a pas de danger pour moi. Et cette chanson a failli être sélectionnée pour l'Eurovision? Eh oui, mais ça n'a pas marché. Vous l'avez échappé belle? Je sais pas si j'ai échappé belle. C'est quand même une belle aventure de pouvoir le faire, d'aller représenter la France avec une chanson. Au-delà de ça, je l'ai présenté à une émission qui était déjà une présélection pour savoir qui allait faire ou pas l'Eurovision. Je sais pas si c'était bien ou pas de le faire. Moi, j'étais content parce que je présentais cette chanson, qui est une chanson importante. Après, voilà, je pense que dans une vie artistique comme dans nos vies d'hommes, ce qui doit se faire se fait. Ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Voilà, c'est un peu ma philosophie par rapport aux choses, ouais. C'est comme les Energy Awards, vous avez été nommé, c'est Stromae qui a gagné, ça ne vous a pas traumatisé pour autant? Bon, en même temps, il le méritait, je crois déjà. Oui. Non, en fait, c'est pareil, là c'est autre chose. Les prix... Voilà, non, je pense que c'est bien d'être reconnu pour son travail. Après, de gagner quelque chose, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose en plus? Je sais pas. On gagne à être connu par le public, surtout. Ouais. Oui, je sais pas. Ou par le métier aussi, parfois. Parfois, ouais. Mais il y a aussi un autre moment très fort dans votre vie, c'est une sorte de passation de pouvoir. Je me souviens, tout me revient. Victoire à Sheila avec Bang Bang, qui était un de ses premiers titres, d'ailleurs qui a été le titre du film qu'elle a tourné avec Guy Lux en 65, où elle était détective. C'est vrai que c'était un moment émouvant de chanter avec elle. Bah, c'est émouvant, surtout que parfois on oublie en fait des artistes qui ont marqué leur époque et leur génération, et je trouve que c'est quand même chouette de bénéficier de ce qu'ils ont à nous enseigner, même si le mouvement et ces milieux-là changent, quoi, en permanence.
Mais je sais pas, moi je suis toujours reconnaissant des gens qui ont aussi à un moment brillé, quoi, par leur talent, parce qu'ils ont transmis. Et puis elle continue aujourd'hui à faire de la Complètement. scène. À 78 ans, elle fait des salles complètes. Et je pense qu'on ne peut faire qu'une chose si vous souhaitez le même parcours. Bah, je me le souhaite aussi, ouais. Et bien justement, ce parcours, on va continuer à l'évoquer à travers la date du 12 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Emmanuel Moir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Emmanuel Moir, mon invité. On a évoqué Le Roi Soleil, Cabaret, vos succès dans la chanson. Et puis, le retour enfin le 12 avril 2024 avec une nouvelle chanson. Alors, comme il y a un seul single pour l'instant, on va l'écouter en plusieurs parties. Voici la On première m'a partie. demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur, et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Soit un homme, une nouvelle chanson qu'on attendait depuis quelque temps quand même. C'est joliment dit. Bah oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas présenté de chansons. Après, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a eu, comme tout le monde, les années Covid qui ont mis à l'arrêt pour plein de gens. Donc, c'était les mêmes pour moi. Et puis il y a eu, moi j'ai toujours besoin de prendre le temps entre chaque disque pour me nourrir, pour vivre, pour avoir des nouvelles choses à raconter. C'est-à-dire que le disque, pour moi, faire un album, c'est pas... Quand je suis dans un spectacle, ça, je raconte des histoires, c'est pas les miennes, je raconte d'autres histoires, je suis au service d'autres histoires. Le disque, pour moi, c'est raconter mes histoires, ce qui me touche, ce qui me plaît, ce qui me révolte, ce que je vis, ce que je vois. Et ben, faut vivre pour raconter tout ça. Et c'est vrai que souvent, je prends le temps. Bon, là, ça a été long. Très long, peut-être. Trop long. Et pourquoi ? Bah, un ensemble de choses. Je pense que ça a été peut-être j'avais envie de faire autre chose. C'est vrai que sur la dernière tournée, sur l'album Odyssée, j'avais envie de jouer. On parlait de cabaret tout à l'heure, et j'avais envie de me confronter aussi à d'autres choses. Et donc je suis sorti aussi de la tournée en me disant j'ai envie de me former, j'ai envie de retourner à l'école. Ça paraît peut-être curieux à 40 ans, mais... Et donc j'ai fait une formation de l'acteur qui m'a fait du bien de travailler sur autre chose. J'ai fait du plateau pendant 2 ans, j'ai travaillé avec des partenaires super. On a travaillé vraiment... Je me suis outillé en tant qu'acteur. Alors justement, Sois un homme, c'est un titre particulier. On connaît l'expression « Tu seras un homme, mon fils », qui est le poème de Rudyard Kipling, qui est le plus étudié aujourd'hui dans les écoles dans le monde, curieusement. Et est-ce que c'est l'inspiration de ce genre ou autre chose ? Ça a été une des inspirations. Après, je pense que je me suis aussi, avec Yann qui a écrit le texte, on parle beaucoup en fait avant de faire une chanson. On se charge en fait de plein de choses. Donc nos échanges, ils sont nourris et ils nourrissent les chansons. Et j'ai beaucoup parlé de ça, d'identité masculine, de la place de l'homme aujourd'hui, de ce que nous on a véhiculé, lui comme moi, en tant qu'homme, et on a hérité de quoi ? Est-ce que ce qu'on a hérité c'est vrai ? Est-ce que ça nous va en fait comme costume ? Et si ça nous va pas, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Donc c'est des échanges. Et moi je sais que par rapport à cette identité masculine, il a fallu que j'affirme plein de choses quoi. Et je me suis dit ce serait bien en fait que je prenne la parole sur ce sujet sans... Il y a un côté apaisé dans la chanson. Je suis pas en train de... C'est pas quelqu'un qui règle ses comptes. C'est un constat de tout ce que j'ai traversé. Et après, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je décide. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'identité féminine. L'identité masculine, c'est pas très souvent présent dans les chansons. C'est pas présent, alors que je pense que c'est tout aussi important de travailler dessus et de se poser la question. Parce que je pense que la place de la femme ne peut pas changer si on ne remet pas en question la place de l'homme non plus. Et en tout cas, comment on construit des hommes, entre guillemets, c'est horrible cette phrase, mais comment, en fait, on éduque un garçon. Et par exemple, je rentre dans des détails, mais moi j'ai toujours entendu 15 000 fois que les émotions, vraiment, et je le dis dans la chanson d'ailleurs, que un homme ému, non. Un homme, ça pleure pas, c'est con, hein, c'est complètement bateau, mais qui ne l'a pas entendu ? Et moi là-dessus, c'était compliqué pour moi parce que moi je suis sensible, quoi, parce que moi j'aime être ému et j'aime le montrer, ça me dérange pas de le montrer. Et vous dites dans cette chanson aussi, Emmanuel Moir, je n'ai rien demandé, mais vous avez beaucoup voulu et beaucoup travaillé pour l'obtenir. C'est que vous avez beaucoup travaillé. Pour obtenir quoi ? Pour obtenir ce que je suis ? Oui. Bah, en tout cas, je me suis pas lâché, ouais. Je me suis pas lâché parce que je sentais que dans mes pensées ou dans mon comportement, il y avait des choses qui m'appartenaient pas. Donc la première étape, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait une vraie grosse thérapie avec un thérapeute formidable. Hein. Je le connais pas autant qu'il me connaît, hein, mais je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai fait avec lui parce que
parce que ça m'a permis de faire le ménage, et notamment sur ces questions-là. Donc oui, je ne me suis pas lâché. Et j'ai hérité de plein de choses qui ne m'appartenaient pas. Et ce que j'ai fait, c'est les rendre à ces personnes-là et me foutre la paix sur plein de trucs qui m'allaient pas. Ouais, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, tout va bien. On va écouter un autre extrait de cette chanson, Sois un homme. Sois un homme, sois un homme, sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. C'est vrai que ça aussi, il y a plein d'idées. Chaque couplet, ce sont des idées précises sur notre société et sur la place de l'homme, Emmanuel Moir. Ben ouais, c'est l'exercice particulier, je trouve, de la chanson, c'est-à-dire de exprimer une pensée en 3 minutes. C'est quand même un gros exercice, je trouve. Faire un essai sur l'identité masculine, voilà, t'as 150 pages, 200 pages, t'as plus le temps d'exprimer énormément d'idées et de pensées. Sur la chanson, faut savoir le résumer. C'est-à-dire que pour moi, une chanson, c'est une idée, une chanson. Voilà. Là, évidemment, bah oui, j'avais envie de dire plein de choses. Yann avait envie d'écrire plein de choses aussi. Il fallait vraiment être focus sur une idée principale. C'est du coup ce rapport avec ces choses qu'on reçoit. Et face à tout ce qu'on reçoit, qu'est-ce que surtout on décide? Et moi, ça, c'est ça qui est le plus important. C'est que d'un coup, alors peut-être que c'est la maturité, c'est l'âge, enfin il y a plein de... Le travail aussi sur soi qui fait qu'à un moment, quand d'un coup des choses ne te vont pas, tu as aussi la possibilité de affirmer, en fait, que ça, non, et quoi, en fait? Qu'est-ce que tu dois en mettre, enfin qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Et c'est en fait pour moi ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'authenticité, la sincérité, c'est d'être en adéquation avec l'homme que tu es. Et moi aujourd'hui ça me plaît en fait d'assumer ma vulnérabilité, ma sensibilité, et en même temps ça fait aussi d'un homme, enfin, ça me fait fort et puissant. C'est-à-dire je trouve qu'il y a rien de plus beau que d'assumer cette part de chaos, cette part de lumière en toi, et que ça soit ok. Moi j'ai rien à cacher là-dessus, et que je trouve que c'est ce qui me rend en fait je me sens fort en faisant ça. Et le rythme est résolument pop. Parce que ça, c'est aussi très important pour vous. Ça correspond à l'idée de la chanson. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si on soulignait le côté peut-être difficile à faire, parce que c'est difficile à faire. Moi, je le dis aujourd'hui avec le sourire, mais ça n'a pas été le cas tout le temps. C'est-à-dire que c'est une succession de périodes et d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Si on allait vers quelque chose d'un peu plus lent ou d'un peu plus mélancolique, je pense que ça n'aide pas le propos. Je trouve que c'est bien d'avoir une chanson, au contraire, qui avance et qui est lumineuse, qui se construit et c'est une chance. Je trouve dans la musique, ça te donne envie d'ouvrir les bras. Et c'est énorme, ça modélise ce qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est s'ouvrir, en fait, s'ouvrir à soi. Pas du tout à ce qu'on entend et ce qu'on écoute, mais c'est s'ouvrir à soi. Et oui, le côté pop et le côté un peu dansant de la chanson aide à ça, je trouve. Et puis effectivement, c'est un gros travail de composer, et vous n'êtes pas le premier à dire ça. J'ai rencontré souvent quelqu'un qui dit mais il n'y a rien de plus difficile à composer qu'une chanson, et ce quelqu'un vous a fait un beau cadeau. Passe les mots qui respirent. Petit garçon, je ne t'ai pas oublié. Petit garçon, je t'ai pas oublié. Des mots pour franchir. Des mots à offrir. Des mots à offrir. Un cadeau de Jean-Jacques Goldman qui m'a un jour expliqué, mais vous n'imaginez pas combien c'est difficile de composer une chanson et d'écrire une chanson. Mais oui, c'est difficile. Je trouve en fait, on n'en parle pas assez. Bon, peut-être que c'est pas intéressant pour les gens, mais évidemment, c'est difficile. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Jacques. C'est-à-dire résumer une pensée, le faire en 3 minutes, pour être sincère, pour que ça sonne et que ça a du sens. C'est quand même pas simple, en fait. Et là, c'est particulier. Là, je travaillais sur l'album précédent et j'ai écrit tout l'album, tout écrit et composé, et il y avait une chanson, ça a été le début, c'est ça qui a marqué le début de la création de ce disque. J'avais cette mélodie-là, et j'avais un rêve enfoui d'enfant, de travailler avec Jean-Jacques Goldman, que j'avais rencontré pendant Les Enfoirés, mais je sais qu'il travaille pas avec tout le monde, et je sais que il y a plein de facteurs qui font que ça se fait ou ça se fait pas, et j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai envoyé un mail. Et je dis voilà, je pense à toi sur cette chanson. Est-ce que ça te dirait d'écrire le texte de cette chanson? Et 2-3 jours après, il me répond qu'il adorait la musique et qu'il allait prendre le temps d'écrire dessus. Ça déjà, c'était une petite joie, enfin une grosse joie. Mais alors la joie ultime, c'est quand j'ai reçu le texte. Et ce que je trouve fabuleux chez Jean-Jacques Goldman, c'est que on se connaît un petit peu, mais on se connaît pas non plus tant que ça. Je me demande comment il arrive à chaque fois à écrire. J'ai l'impression que je l'ai écrit.
C'est pas pour me prendre son talent, mais c'est que ça me parlait tellement ce qu'il a écrit que je me dis c'est quand même fabuleux qu'un artiste comme ça à chaque fois se met dans la peau de l'artiste avec qui il travaille. Moi j'ai une profonde admiration, elle sera éternelle d'ailleurs, mais... Et aujourd'hui, Emmanuel Moir, vous mettez aussi dans la peau de quelqu'un d'autre, un professeur de français. C'est un nouveau départ pour écrire une histoire. Il faut jouer pour voir. Demain nous appartient, c'est encore une autre aventure. Ah oui, c'est une autre aventure. J'avoue que là, c'était mon envie de jouer aussi. En fait, je sortais de ma formation d'acteur et 10 jours après, j'ai la production de TF1 qui me propose de passer un casting pour un rôle pour cette série. J'avais pas forcément prévu d'aller jouer dans une quotidienne. J'avais envie de jouer, ça c'est sûr, de faire de la fiction, d'incarner des personnages et de raconter les histoires des autres. Mais pas forcément sur une quotidienne. Et je me suis dit quand même, c'est fou, ça fait 10 jours que j'ai arrêté ma formation. Je pense que ce serait dommage de ne pas y aller. Je passe le casting, ça fonctionne pas parce que je suis pas assez le rôle pour eux. Mais ils ont aimé mon casting et du coup ils me rappellent quelques semaines après pour me proposer un nouveau personnage à créer. Voilà, ils ont un nouveau décor, un nouveau lycée, et ils aimeraient du coup faire un nouveau prof. Et ils me proposaient un prof de français. Moi, je trouvais ça super parce que j'adore les mots, parce que j'adore la transmission, parce que pour moi, je trouve que le devoir d'un prof, c'est aussi certes, de transmettre un savoir, mais c'est surtout d'avoir la pédagogie, l'empathie auprès de ses élèves pour essayer de les faire penser par eux-mêmes. Et donc, ça me passionne, en fait. Moi qui voulais être prof quand j'étais plus petit, je me suis dit, là, ça va être sympa, je vais jouer le prof. Et en fait, ça a été super. Ça n'a pas été simple dès le départ. Je savais construire un personnage, mais j'avais pas du tout l'expérience du plateau. Et il a fallu intégrer l'énergie d'un plateau, aussi le rythme d'une quotidienne. Oui, qui parce quand qu'il même faut tourner très vite. Faut tourner très vite, faut invoquer du coup à ce que tu as à jouer tout de suite. Et moi, je suis un diesel. C'est à l'opposé de ma manière de fonctionner. Je suis un diesel, moi. J'ai besoin de prendre le temps, la mise en scène. Attends, je comprends, ok, moi, je veux mettre ça. Enfin, je prends le temps de faire ça. Et j'avais pas le temps. Donc, on va dire, là, ça fait 3 ans que je suis avec eux. J'ai réussi à trouver ma manière de travailler, en quoi je crois, et intégrer en même temps le rythme d'une quotidienne. Et c'est très récent, ça fait une bonne année que je prends énormément de plaisir à jouer. Je crois que ça se passe à 7 le tournage. Exactement, en plus oui, c'est à l'autre bout de la France. Ça se passe à 7 et en fonction des arches concernant le personnage, tu peux tourner beaucoup. Moi l'année dernière, pour être honnête, ils m'ont fait vivre des choses. J'ai joué une palette d'émotions et de situations improbables pour un seul personnage. Et je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai appris avec DNA. C'est fou. Est-ce que vous savez, Emmanuel Moir, qui est à l'origine de la ville de Sète? Pas du tout. C'est Louis XIV. Mais c'est fou. Mais c'est vrai, il a chargé. Là, tu l'inventes. Non, il a chargé chargé son ministre Colbert de trouver une rade pour les galères royales et d'y créer un port d'exportation des produits du Languedoc. C'est le chevalier de Clerville qui cherche un port et qui trouve le Sète car c'est le plus approprié. Mais c'est incroyable quand même fou, ce lien avec Louis XIV. C'est fou. Tu vois qu'en fait je suis lié à la réincarnation de Louis XIV. Ça doit pas... Je le dis pas très fort, faut pas que les gens entendent, mais quand même j'ai l'impression que ça se situe là quand même. Parce que je souhaite que ce soit un soleil pour vous dans les mois à venir avec cette chanson. Oh, merci beaucoup. Mais cette chanson, c'est le point de départ d'un album. Exactement, c'est le point de départ, c'est vraiment ça. Le point de départ, il est aussi à l'image de ce que va véhiculer cet album, c'est-à-dire d'une acceptation de soi, d'un lâcher prise et d'une affirmation de la personne qu'on est. Moi qui ai passé du temps à m'améliorer, à chercher la meilleure version de moi-même et tout ce genre de choses, cette quête de sens en fait. Là c'est un album qui est beaucoup plus libérateur et d'acceptation. Ouais, donc je suis assez chouette, je suis assez content, très content même de revenir avec ce nouveau disque et on verra ce qui va se passer. Alors, pour l'instant il y a une chanson et les suivantes c'est pour quand? Les suivantes ce sera pour plus tard, faut être patient. Voilà. En attendant on écoute encore un extrait de Sois un homme. C'est de bon augure pour la suite, donc on attend la suite. Emmanuel Moir, entre 2 tournages de Demain nous appartient. Oui, alors pour l'instant là je vais tourner un petit peu moins, donc je suis plus focus sur la musique. Je suis en train de continuer de terminer ce disque qui arrivera sûrement en fin d'année, et puis je travaille sur la suite aussi, la tournée, et tout ça va en découdre quoi. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Continuez ainsi, Emmanuel Moir. Soyez un roi dans votre domaine, si j'ose dire. Merci beaucoup. Je vais garder ça, mais je veux pas le dire. Non, exactement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.